Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, la porte-parole du président de la République, à la fois directeur de communication de la présidence, Louva Asnirine, a fait le point sur 4 grands sujets concernant les affaires nationales ce jour, dont les résultats de l'enquête de Barossi qui démontre que 53% de la population malagasy prévoit encore de voter pour le président de la République actuelle pour la présidentielle de 2023. Cette enquête a également permis de mesurer le taux de réalisation des vélins du président qui est estimé à 12% actuellement. Les détails avec Judicaël Ranjenirin. Selon l'enquête Barossi, une enquête menée par l'ONG Ivorar et l'ONG Tulsu, 53% des groupes de citoyens enquêtés comptent encore voter pour le président de la République actuelle pour l'élection présidentielle de 2023. Le taux de réalisation des vélins est actuellement estimé à 12%, toujours d'après cette enquête. Néanmoins, seul le constat des travaux réalisés compte réellement, d'après la porte-parole du président de la République. En effet, 12% sont actuellement achevés, 40% en cours de réalisation. La majorité des vélins sont donc réalisés. La concrétisation du reste sera accélérée malgré le contexte actuel, notamment la crise sanitaire ou les impacts du changement climatique dont nous sommes victimes, si l'on ne cite que la sécheresse et les cyclones. L'État malagasy met tout en œuvre afin d'épargner les impacts de ces crises à la population malagasy. Dans ce cadre, le président de la République rencontrera le président de la Banque mondiale, le directeur général du FMI à Washington la semaine prochaine. Des rencontres qui font suite à une demande du côté malagasy. Les explications du plan national de redressement ou PNR suite au passage des cyclones à Madagascar aux investisseurs seront au centre de ces rencontres. Madagascar, au cours de ces rencontres, rappellera également aux grands pays pollueurs leur responsabilité vis-à-vis des pays victimes dans Madagascar à travers la mise en place du fonds vert qui stipule une somme de 100 millions de dollars destinée à Madagascar. Par ailleurs, nos relations avec nos partenaires sont excellentes. La note publiée par le Standard & Poor's en témoigne. Cette note qui est un label de certification qui témoigne de la confiance des investisseurs en Madagascar. Une première pour Madagascar. La note que nous avons obtenue démontre notre engagement dans le développement économique et social du pays. Mis à part cette volonté, la paix et la sécurité constituent également une garantie pour les investisseurs, d'où l'appel au respect de la structure démocratique de la porte-parole du président de la République ce jour. Dans les actualités également, le Conseil des ministres d'hier a approuvé la communication verbale relative à la mise en place du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable ou PAEP financé par la Banque mondiale. Ce projet qui s'inscrit dans le plan national de l'eau vise à améliorer l'accès à l'eau dans le Grand Antananarivo et dans les 5 villes urbaines et secondaires de Madagascar comme Atranan, Madzang, Fianarantsoa, Manakar et Antsirabe. Le montant total du financement de ce projet s'élève à 220 millions de dollars pour environ 1 800 000 bénéficiaires, dont 1 200 000 dans la ville d'Antananarivo et 600 000 bénéficiaires pour les 5 autres villes. Ce projet, approuvé lors du Conseil des ministres d'hier, contribuera aussi à résoudre les problèmes d'approvisionnement de l'eau de la Jirama dans ces villes touchées. Toujours dans ce contexte, le Japon a réitéré sa volonté de coopérer avec Madagascar, surtout dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, au sein duquel le Japon investit déjà dans 3 grands projets. Lors de la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Japon auprès du ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène ce jour, l'ambassadeur a réitéré que ce secteur contribue à l'amélioration du social de la population, raison pour laquelle le JICA le soutien. La relation bilatérale entre le Japon et Madagascar existe depuis 60 ans. Ce qui concerne le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, 3 grands projets, notamment à Antananarivo, à Tomaste dans le sud, sont mis en œuvre à travers le JICA, soutient le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Vidnyavra Vukac. De son côté, l'ambassadeur du Japon réitère que ce département est stratégique, étant donné que son impact direct sur le domaine social et économique. C'est la raison pour laquelle le Japon, à travers le JICA, veut renforcer la collaboration entre les 2 pays. Aujourd'hui, on a passé en revue une série de projets, soit qui sont en cours, soit en préparation, mais je lâcherai
que le Japon demeure tout à côté de Madagascar dans le domaine de l'eau et l'assainissement, car c'est un domaine stratégique et important pour le développement socio-économique de ce pays. Donc, Monsieur le ministre, soyez assuré, le Japon et moi-même, l'ambassade, reste toujours à côté de vous pour continuer à accompagner vos efforts pour développer ce pays, notamment dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Voilà, merci. Ce dernier a rendu une visite de courtoisie au ministère à Mousatouf ce jour. Et en économie, un processus sera envisagé afin d'accélérer la conversion de l'or acheté par la Banque centrale en or monétaire pour être utilisé en tant que réserve d'or. C'est le point évoqué lors de la rencontre du gouverneur de la Banque centrale avec le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakutmalala Irjen Olivier. Les détails. Environ 1 tonne 300 kg d'or doré, soit 95 à 99% de pureté, ont été achetés par la Banque centrale depuis avril 2021, après la création de la Réserve nationale d'or en décembre 2020. Afin d'en tirer profit, l'or doré doit être alors converti en or monétaire. Il est à noter que l'or doré doit subir un affinage par une société professionnelle agréée par LBMA ou London Bullion Market Association avant de pouvoir être converti en or monétaire. Un processus est ainsi envisagé afin d'accélérer cette conversion. Ce sujet a été discuté lors de la visite auprès du ministre des Mines et des Ressources stratégiques Olivier Irjen Rakutmalala, du gouverneur de la Banque centrale Henri Rabarjon. Ce dernier a tenu à féliciter le ministre pour sa nouvelle fonction. Et puis 3 ressortissants chinois et 5 Malagasy font actuellement l'objet d'une enquête pour exploitation illégale d'or. Ils accomplissaient leurs méfaits à bord d'un drague à Godé, à Saasunjuk, district de Mananzar. Les détails. Les 3 ressortissants chinois et 5 Malagasy ont utilisé la drague déjà saisie par la commune de Markarim. En plus de l'extraction illégale d'or, ils ont ainsi violé la loi en brisant les scellés. Pétrole, tapis de raffinage et mercure sont des matériels utilisés par ces derniers pour l'extraction illicite. À noter que le mercure est un élément dangereux pour la santé alors que bon nombre des habitants consomment l'eau où la drague est installée. La plainte d'un exploitant agréé est à l'origine de la descente de la Direction régionale des mines de Vatvav et de Fitvnan et de la gendarmerie nationale d'Antsenavoul sur place. La direction des mines a immédiatement fermé la drague et placé temporairement les équipements au bureau de la gendarmerie jusqu'à ce qu'ils soient transférés à la Direction régionale des mines de Vatvav. Quant aux impliqués, ils font l'objet d'une enquête. Dans les actualités sociales, les travaux de construction des logements sociaux dans la commune d'Imrtsetousk avancent à plus de 85% actuellement. Dans la foulée, les travaux de réhabilitation de la route qui relie ces logements au centre de la commune ont été lancés officiellement aujourd'hui. Il s'agit des travaux de partenariat entre la commune d'Imrtsetousk et le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Natera Koutumav Nzaranjiansu pour plus de détails. Outre le fait qu'elle relie le centre de la commune d'Imrtsetousk aux futurs logements sociaux de l'État, cette route est également utilisée par 4 communes des environs d'Imrtsetousk, selon le maire de la ville. Selon ce dernier, la commune et le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat ont mis en place une convention de partenariat à travers laquelle la commune fournit des terrains à l'État et ce dernier prend en charge la réhabilitation de certaines portions de route, mais aussi la construction d'un nouvel abattoir qui a été détruit suite à l'utilisation de ces terrains. Une convention qui est respectée à plus de 80% selon le maire. Cette portion de route de 700 mètres sera en pavé. Les travaux qui ont été lancés officiellement ce jour dureront 3 mois. L'abattoir est terminé à environ 90% et les logements sociaux à 85% actuellement. En effet, 440 parmi les 320 logements sont en cours de finition. Les critères d'acquisition seront simples car toute personne ayant un emploi stable, que ce soit dans le privé ou dans le public, peuvent en acquérir par le biais d'une vente-location. D'autres logements sont également en cours de construction dans toutes les régions de Madagascar.
Des habitants du Fuktani Marobibi, commune Fiambunana Itos, protestent contre la demande d'un seul individu d'élargir la route pour en faire une route pour ses propres véhicules. Au moins 12 maisons pourraient être détruites si cela se faisait, ont indiqué aujourd'hui des habitants. D'autre part, le chef Fuktani a déclaré qu'il n'est pas prévu de démolir des maisons. Fajesena Mirai, Yves Genel. Cette ruelle, longue de 400 mètres, sert de passage aux habitants d'Ambatu, Fuktani de Marobibi, commune de Fiambunana Itos. Cependant, un particulier a fait une demande pour l'élargir et en faire une route où les voitures peuvent passer. Il n'y a même pas eu de négociation avec les habitants possédant des maisons et des terrains qui pourraient être traversés par cette route, se plaignent les habitants. Pourtant, un compromis devrait se faire selon eux. De son côté, le chef de Fuktani soutient qu'il n'est pas encore question de démolir des maisons. Cela dépendra des géomètres qui vont venir demain. L'absence de communication de la part du propriétaire de la maison nouvellement construite avec les habitants est considérée comme de l'intimidation. Ils appellent les autorités compétentes à suivre de près cette affaire. Par ailleurs, nos journalistes ont essayé de joindre la propriétaire de la maison, mais elle a refusé de les recevoir. Dans un tout autre sujet, dans l'optique de moderniser l'administration et en vue de permettre un développement équilibré du pays, la politique générale de l'État priorise l'autonomisation et la responsabilisation des CTD, raison de la tenue de l'atelier d'échange et d'information en vue de l'instauration de la fonction publique territoriale à Madagascar qui a débuté ce jour au Colbert Antanaren et qui se terminera demain. En partenariat avec l'Union européenne, à travers le projet NFD, le ministère en charge de la fonction publique a organisé depuis ce jour un atelier d'échange et d'information en vue de l'instauration de la fonction publique territoriale à Madagascar. Atelier qui va durer 2 jours. En effet, l'absence d'un système de gestion des ressources humaines cohérent, ainsi que la prévalence des dispositions textuelles éparses et incomplètes régissant les agents territoriaux, des modes de gestion disparates, mais surtout une précarité des conditions de travail de ces agents, sont des mots qui concourent à la fragilité de l'appareil administratif des CDT, au détriment de leur mission principale de constituer un levier du développement local. C'est dans cette optique que le ministère en charge de la fonction publique, avec toutes les entités concernées, notamment le ministère en charge de la décentralisation, le ministère en charge des Finances et l'INDDL, a décidé de se mettre à pied d'œuvre pour l'instauration d'une fonction publique territoriale. Notre projet Nifanjakana Wanidaoulbe est en train de se terminer fin avril. Et nous sommes actuellement en train de formuler un futur projet. Il y a la formation, la gestion du personnel, le statut, la qualification, le recrutement, tout ça c'est des choses qui sont améliorées ensemble entre les ministères et les partenaires, avec l'appui des partenaires. Nous allons essayer de travailler vraiment sur l'accompagnement des communes, mais pour que les communes puissent jouer bien leur rôle, il leur faut un personnel qualifié, bien sélectionné, motivé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on espère pouvoir contribuer à cet effort. Cet atelier d'échange et d'information est initié afin de permettre à ces entités concernées de comprendre les enjeux, mais surtout de nourrir les réflexions sur les orientations possibles et le processus à adopter dans l'instauration d'une fonction publique territoriale à Madagascar. Pour terminer les actualités locales, c'est le moment de renforcer nos doses de vaccins Covid-19 selon les médecins. Nous entrons en effet dans la période hivernale qui facilite la propagation de la Covid à Madagascar. Les médecins ont également insisté sur les mesures sanitaires à respecter pendant l'hiver. Le point avec Sai Sylvain et Sechan Janab. Madagascar a connu 3 vagues d'épidémie de Covid-19 depuis l'apparition de ce virus dans le pays le 20 mars 2020. Les pics des 2 vagues se sont produits en hiver, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de juillet. Les gens ne devraient pas l'oublier et redoubler leur vigilance en se faisant vacciner, soutient un médecin interrogé par nos journalistes. À ce jour, 1,5 million ou 3,8% des Malagasy ont été vaccinés. Chacun a le libre choix du type de vaccin qu'il souhaite utiliser.
Et l'accès a été facilité grâce à la mise en place des vaccinodromes dans divers endroits. À part la Covid-19, de nombreuses autres maladies peuvent être contractées durant l'hiver. La première précaution est d'avoir une alimentation saine et diversifiée afin de renforcer le système immunitaire. À l'international, les sinistrés des inondations à Durban trouvent refuge dans les salles communautaires souterraines du foyer Umlazi Lodge après avoir tout perdu lors des descentes inondations qui ont touché la province. Les conditions sont loin d'être idéales, explique un bénévole aux loges. Les inondations sont les pires jamais enregistrées en Afrique du Sud et ont fait près de 306 morts selon un bilan provisoire. France 24. Alors que la nuit tombe, ces Sud-Africains viennent devant ce foyer communautaire avec l'espoir d'y trouver refuge. Tout près de Durban, ils sont nombreux à venir inscrire leur nom sur ce registre afin de passer la nuit ici. Beaucoup ont tout perdu après les inondations meurtrières qui ont frappé la région. Pendant 30 minutes, l'eau arrivait. Puis après ça, j'ai commencé à courir là où il n'y avait pas d'eau, sur le toit. Puis, l'eau est arrivée au-dessus de ma chambre. Le toit s'est effondré et des murs se sont écroulés. Des milliers d'habitants ont vu leur maison complètement détruite, comme ici. Les pluies torrentielles ont provoqué d'immenses glissements de terrain. De nombreux ponts se sont effondrés et beaucoup de routes sont désormais impraticables. Le président Cyril Ramaphosa est venu en personne constater les dégâts et promettre l'aide du gouvernement. Nous allons visiter d'autres lieux qui ont été touchés par les inondations pour se rendre compte des dégâts afin de mesurer l'aide nécessaire. Nous vous remercions de nous avoir laissé nous rendre compte par nous-mêmes de ce qui s'est passé et d'avoir pu nous entretenir avec vous. Les autorités ont lancé une mise en garde face au risque de nouvelles intempéries dans les prochains jours, des précipitations qui pourraient provoquer de nouvelles inondations. Un déplacement consacré à l'écologie pour Emmanuel Macron, le premier grand meeting de l'entre-deux tours dans le sud pour Marine Le Pen. Les deux finalistes de la présidentielle remontent au front jeudi dans une campagne menée tambour, battant avant le second tour du 24 avril. France 24. Bien écoutez, il y a trois raisons principales. La première, c'est évidemment qu'il s'agit du fief d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020. Un fervent soutien depuis lors qui a créé son parti Horizon il y a quelques mois pour aider notamment Emmanuel Macron à obtenir cette grande majorité qu'il espère, notamment aux prochaines législatives s'il est réélu. Et Édouard Philippe, qui est la personnalité politique préférée des Français selon un dernier sondage de l'Observatoire du politique de mars 2022. Donc une personnalité très appréciée des Français. La deuxième raison, c'est aussi que c'est Jean-Luc Mélenchon qui, comme en 2017, est arrivé en tête au premier tour dans cette ville du Havre avec plus de 30% des voix, même si Emmanuel Macron a gagné 2700 voix depuis 5 ans en rapport notamment avec cet effet Édouard Philippe dont parlent les soutiens d'Emmanuel Macron. Il est venu ici notamment pour essayer de récupérer cette réserve de voix qui est la plus importante derrière évidemment sa concurrente Marine Le Pen. Il est venu également, et c'est la troisième raison, parler d'écologie, et ça c'est très important car il a été beaucoup critiqué sur son bilan environnemental, lui qui avait, vous vous souvenez, prononcé cette phrase « Make our planet great again », celui qui avait parlé d'écologie au tout début de son mandat, qui finalement a été très critiqué par les Verts pour son bilan et qui espère aussi peut-être récupérer des voix de Yannick Jadot sur ce deuxième tour. Et enfin, pour terminer, la guerre en Ukraine provoque beaucoup d'anxiété dans le pays, mais aussi à l'étranger. En Italie, le secteur de bunkers anti-atomiques a le vent en poupe. Reportage. Est-ce qu'on a reçu de nouvelles demandes? Oui, je dois encore appeler plusieurs personnes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le personnel de cette entreprise d'installation de bunkers anti-atomiques est assailli de requêtes de toute l'Italie. Ces 20 dernières années, on recevait environ une vingtaine de demandes par an et on réalisait 2 ou 3 installations. Ces derniers mois, on a reçu quasiment 800 demandes d'information. Un intérêt soudain qui a surpris Giulio.
Désormais, sa clientèle dépasse le cercle des survivalistes et craint une seule chose, une escalade nucléaire en Europe suite à la guerre en Ukraine. Les personnes qui nous appellent actuellement ont un point commun, ce sont des parents. Ils ont tous la même préoccupation de garantir la protection de leurs enfants. Ils ne le font pas vraiment pour eux-mêmes. Le cœur de ces abris, le voici. Un système de filtre d'air qui bloque les particules radioactives. Il protège aussi en cas d'attaque bactériologique et chimique. Regardez, la partie la plus importante, c'est le filtre. Ce filtre stoppe tous les gaz connus utilisés dans les guerres qui ont eu lieu pendant ces 60 dernières années. Pour construire un abri de 8 mètres carrés, il faut compter près de 30 000 € et de l'entretien. Le système de filtre doit être remplacé tous les 25 ans. Bonjour, je viens contrôler votre installation. Rosalba a fait construire son bunker il y a 38 ans sous son jardin. Aujourd'hui, face au climat anxiogène de ces derniers mois en Europe, elle a décidé de le rouvrir. Avec la guerre en cours, je voudrais que l'abri soit prêt en cas de besoin, qu'il soit aux normes. J'espère que je n'en aurai pas besoin. En tout cas, ça me fait une cave pour faire sécher mes saucissons. Comme Rosalba, de plus en plus d'Italiens se préparent au pire, tout en souhaitant le meilleur. Le gouvernement italien, pour sa part, vient d'actualiser ses protocoles en cas d'attaque chimique ou nucléaire. Fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.